Rebonjour. Eh bien, on est heureux de vous présenter un nouveau format pour cette LPC, une table ronde qui s'appelle en français l'état du produit en 2025. Ça rend moins bien que The State of the Product Management. Et le but, ça va être de vous offrir un maximum de perspectives sur tout ce qui s'est passé de marquant durant les 12 derniers mois. Et pour ça, on a profité de la diversité que nous offre le board de la LPC. Alors, je ne sais pas si vous savez, donc il y a Tiga qui organise cette conférence et qui met beaucoup d'énergie. Et vous avez aussi des bénévoles, dont certains sont là, ils ne sont pas tous là, qui est le board de la LPC. Et donc, on a choisi des profils différents et complémentaires pour discuter de l'état du produit en France. Et donc, autour de la table, on aura Amandine Dur, la CPO de Back Market, donc plutôt pour la partie scale-up. À côté d'elle, on a Gabriel Santo, qui va mettre, merci de le faire pour cette table ronde, une casquette grand groupe, puisqu'il a travaillé en tant que VP produit pendant 3 ans chez Accor. À droite de Gabriel, vous avez Lucas Sardan, qui va, lui, prendre la casquette du super IC, donc du contributeur individuel, parce que Lucas, ça fait 15 ans qu'il fait du produit. Maintenant, il a le titre de Principal. Ça, c'était important pour toi, je le dis. Et puis, on a Hugo qui est là parce que c'est le patron. Non, parce qu'en vrai, il est là avec sa casquette de patron de Tiga. Effectivement, c'est le plus ancien cabinet de conseil sur le produit en France, créé il y a 12 ans. Et je crois que tu avais oublié quelque chose, Hugo, avant de commencer. Oui, alors j'ai fait une énorme bévue tout à l'heure. J'ai oublié dans le programme de citer quelqu'un qui, en plus, compte énormément pour moi, pour la conf. C'est la conférence de Fabrice Desmazeries, qui a lieu à 11h30, qui va nous parler de product et de ROI et d'argent, évidemment. Et Fabrice, je pense que tu es toujours là, je suis sincèrement désolé de t'avoir oublié, c'est terrible. Fabrice est quand même le co-créateur de la conférence, a été l'organisateur pendant des années et je l'ai oublié. Donc je fais amende honorable et n'hésitez pas à aller voir son talk qui, en plus, est un très très bon talk. Ce que je vous propose aussi, c'est de vous inclure dans cette discussion indirectement à travers l'application Engage que vous avez peut-être téléchargée, vous avez le programme, vous avez des messages. Donc on a lancé un fil sur un des messages où on parle de cet événement-là. Donc vous pourrez soit poser vos questions aussi au début, et puis à la fin, je vous l'expliquerai, vous pourrez aussi laisser votre mot de la fin sur tout ce qui aura été discuté. C'est clair pour tout le monde? Alors, bon, moi, ça y est, j'ai bossé. Maintenant, ça va être à vous. Donc, peut-être à tour de rôle, je voudrais qu'on commence cette table ronde, Amandine, avec toi, pour nous dire qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur les 12 derniers mois dans le produit. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Qu'est-ce que tu retiens en particulier? Alors, ce que je retiens, en priorité, je dirais 3 éléments. Je vais les citer, puis après, je pense qu'on aura l'occasion un peu d'y revenir. Le premier ne va pas vous surprendre, c'est l'AI. L'AI dans la pratique du produit, mais pas seulement, dans la pratique de toutes les fonctions de l'entreprise, pour améliorer sa productivité, autonomiser énormément de tâches, automatiser énormément de tâches, et aussi inclure l'AI dans son produit, dans le design de son produit. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la partie business, c'est le développement vraiment du sens business auprès des équipes produits. Et ce que je veux dire par là, c'est, je pense qu'on est tous assez familiers maintenant de l'usage de la data en général. On veut son KPI, sa North Star Metrics, etc. Mais c'est un peu différent. Là, je pense qu'on arrive à un stade et à une maturation de l'équipe produit en général qui va aller vraiment comprendre les enjeux de PNL, qui va aller comprendre tout ce qui se passe derrière, ce qui génère vraiment les revenus de l'entreprise, le comprendre très fort et l'intégrer dans sa pratique. Ça, c'est le deuxième point, la partie business. Et le troisième, qui peut être paradoxal par rapport au business, mais en fait assez complémentaire de tout ça, c'est le retour au craft produit, c'est-à-dire à vraiment prendre le temps de créer la petite expérience différente, de faire un beau produit, et en fait, qui est un peu aux antipodes de le produit se résume à une petite itération, une petite optimisation. Non, quand on a bien compris les enjeux business, on peut se permettre de prendre le temps et de créer un beau produit avec de la personnalité. Voilà, en 3 étapes. Non, mais merci. Donc AI, sens du business, le craft. Qu'est-ce que le grand groupe, la voix du grand groupe a envie de répondre? Qu'est-ce qui t'a marqué sur les 12 derniers mois, Gabriel? Justement, je vais revenir sur la transformation digitale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles et ceux qui étaient là l'année dernière, on avait Christian Idiodi qui parlait de Transformed, donc fait avec le bouquin coécrit avec Marty Kagan sur la transformation digitale des grands groupes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un an après où on en est. Et en fait, il y a 3 éléments qui, pour moi, sont marquants.
ou en tout cas 3 types d'entreprises dans les grands groupes, si on doit faire un bilan aujourd'hui, un premier bilan. Le premier, c'est qu'il y a certaines entreprises qui ont réussi cette transformation digitale, mais elles l'ont réussi un peu de force. Et je pense que c'est moi ce que j'ai retenu le plus de Transform l'année dernière, c'est qu'en fait, ça fonctionne essentiellement dans des entreprises qui mettent en jeu leur vie, qui sont dans un mode de survie, où là, elles n'ont pas le choix que de se transformer. Et après, il y a 2 autres types d'entreprises aussi, de grandes entreprises, qui ont, entre guillemets, ce luxe d'avoir un product market fit, de générer des revenus, et en fait, elles n'ont pas attendu le produit ou toute la théorie sur le produit pour vivre. Et dans ces cas-là, dans ces 2 cas-là, en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à imposer ou à essayer de faire en sorte que le product operating model fonctionne. Donc, premier, comme je vous ai dit, c'est on a réussi à l'implémenter, on n'a pas réussi, enfin on l'a fait parce qu'on était en mode survie. Deuxième type d'entreprise, c'est celles qui l'ont rejeté, tout simplement, en mode je suis venu, j'ai vu, mais ça m'a pas plu. Donc qui sont revenus plus à une logique projet. Et le troisième d'entreprise, qui je pense concerne pas mal d'entre vous, et moi je m'inclus à l'époque où j'étais chez Accor, qui est en fait un mix des deux. On fait du projet, mais aussi on fait du produit. Et ce que j'aimerais creuser, c'est le fait que c'est un peu des injonctions contradictoires, parfois. Et je vais aller jusqu'au bout de la logique, on est entre nous. C'est parfois même une double peine pour les équipes produits. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pression sur la delivery. Donc on vous dit quand est-ce que ça sort, à quelle date exactement. Et en plus, parce qu'on a parlé de business et d'impact, et je te rejoins sur la dimension importante côté produit, ces équipes qui anciennement ou sont encore des feature factory, on leur demande en plus de prendre la casquette business et de mesurer l'impact et d'estimer en avance de phase l'impact que va avoir les features qui doivent sortir et de dire à quelle date elles vont sortir. Voilà. Okay. Beau petit challenge. Donc celles qui veulent survivre transforment, et puis on a aussi la double peine pour celles qui sont un peu entre les deux. Le super contributeur individuel, Lucas. Moi j'espère que vous allez bien, parce que ça fait 9 ans qu'on fait la LPC, c'est un peu vraiment la première année où je trouve qu'il y a un peu un climat anxiogène quand même dans le product management. C'est rare de voir autant de négativité. J'ai l'impression que depuis qu'il y a eu l'article sur Founder Mode par le fondateur d'Airbnb, on a lu un peu tout et n'importe quoi. On a vu quand même pas mal de boîtes qui maintenant se disaient que les product management étaient morts. Je ne sais pas combien d'articles il y a eu là-dessus. J'ai l'impression qu'à chaque innovation, on dit que c'est pour remplacer de toute façon les fonctions et qu'il n'y a vraiment aucune note de positivité en ce moment. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a un peu choqué cette année. C'est la première fois que je vois ça, qu'on parle de contraction. Évidemment, il y a les layoffs, le contexte géopolitique et surtout le changement du financement. Mais c'est un peu quelque chose qui m'a choqué cette année et ravi d'aller plus en détail après. Donc le climat anxiogène, toi, c'est ça que tu retiens des 12 derniers mois, mais auquel tu ne cèdes pas. Hugo ? Oui, alors prisme complètement différent de mon côté. Moi, c'est un sous-ensemble de l'IA qui m'a particulièrement marqué. C'est tout ce qui est autour du vibe coding et de ses conséquences. Alors, je ne sais pas si le terme parle à tout le monde. Ouais, je vois beaucoup de gens. Non, alors, je ne sais même pas exactement comment l'expliquer d'ailleurs. Le vibe coding, c'est le fait de coder par le chat, finalement, par l'interaction. C'est la nouvelle génération de no-code. J'imagine qu'il ne faudrait pas le présenter comme ça, mais moi je le vis comme ça. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans, il y avait une grande mode autour du no-code, dont la promesse était de mettre une couche d'abstraction au-dessus du software engineering. Donc ça a finalement donné accès, ça donnait la capacité à des personnes de coder qui forcément ne savaient pas le faire. Et là, on franchit une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'on génère des bouts de software juste par interaction avec un chat. Grosso modo, c'est ça le vibe coding. Et donc, il y a tout un tas de software là, qui sont nés, des Lovable, des Bolt, dont vous avez entendu parler, qui font des croissances extraordinaires. Et ça me marque particulièrement par la technologie, déjà, et par ce que ça permet de faire, et par ses conséquences. Et les conséquences, c'est ça brouille pour moi quand même les rôles traditionnels du produit, où on était habitué on a mis des années finalement à faire un découpage assez clair, qui dépend des boîtes, mais en tout cas théorique, entre les jobs. Et là, le fait d'avoir ces outils entre les mains rebat pour moi complètement les cartes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué à titre perso et dans l'usage aussi, parce que c'est assez incroyable. Alors, je vous propose de rebondir maintenant sur tout ce qui a été dit. Il y a plein de choses qui ont été évoquées. Évidemment, ça a parlé d'intelligence artificielle, de craft aussi, beaucoup de transformations chez les grands groupes.
le climat anxiogène de Lucas. Et puis toi-même, Hugo, tu vas jusqu'à dire que ça rebat un peu l'écart de la distribution des rôles entre la tech, le produit, le business même. Amandine, qu'est-ce que tu as envie de rajouter par rapport à tout ce que vous avez dit? Déjà, que la seule constante, c'est le changement. Donc, je pense que ça, vous connaissez cette maxime qui est de plus en plus vraie. On vient de le voir aussi avec le talk de Ravi, les cycles d'évolution sont de plus en plus courts, sont de plus en plus rapides. Donc, moi, je n'ai pas du tout une impression d'angoisse, personnellement. Je suis au contraire très positive sur comment je vois les choses s'installer. Parce que je pense que, personnellement, et en tout cas c'est comme ça que je le vis chez Back Market, j'ai toujours vraiment considéré que le produit avait une place très spéciale, vraiment, encore une fois, avec une fonction business très assumée, et en même temps ce lien unique avec l'utilisateur. Et tout ça dans des environnements qui sont de toute façon, par essence, mouvants. Donc il faut l'accepter, c'est comme ça, il faut trouver son parti, et surtout il faut savoir prouver sa valeur. Et c'est comme ça qu'en fait, on prend le dessus sur les constances, les choses qui changent, les nouvelles technologies, etc. Il faut revenir à ce qu'on sait faire, à la valeur qu'on apporte, et assumer, voilà, assumer sa différence, assumer de savoir faire ce qu'on fait, et être très clair de ça. Après, il y a un autre truc, je pense, dans la mouvance et les rôles qui se floutent un petit peu. Je pense que pareil, il y a une valeur ajoutée du produit en particulier, qui est on est toujours aux intersections. Donc c'est une chance en fait. Ces outils, il faut les prendre comme une opportunité, il faut aller être curieux, il faut aller les utiliser, et il faut vraiment comprendre son rôle comme à l'intersection, et le passeur un peu de tout ce qui se passe autour. Et donc on est exactement là où il faut si on s'y met un peu et si on regarde ces technologies. Et peut-être pour revenir 30 secondes sur cette notion de craft, moi, qui me tient vraiment à cœur, et pour élaborer un petit peu, c'est justement aussi, encore plus que jamais, l'opportunité de l'assumer, cette partie-là, et de vraiment jouer sa différence et la personnalité de l'entreprise qu'on va représenter. Donc on est à la jonction du business, de la compréhension des utilisateurs, et encore une fois, on a entre les mains la possibilité de faire un beau produit. Je vais vous donner un exemple de ça, pour être un peu plus concrète. Dans les gros piliers de Back Market, que vous connaissez peut-être déjà, il y a évidemment la partie e-commerce. Okay, ça, on peut acheter un appareil reconditionné, etc. Mais il y a aussi un autre programme qui est le programme de reprise, qu'on appelle aussi le trading, beaucoup plus petit, donc des énormes enjeux business pour vraiment le faire émerger à côté du mastodonte de l'e-commerce. Les PM sont extrêmement clairs sur l'ensemble du PNL et ce qu'il faut aller taper pour vraiment faire que le programme de trading pèse dans la croissance future de Back Market. Et pour ça, on vient de lancer, et pour l'instant c'est en bêta-test, mais vous pourrez tester bientôt, un outil de reconnaissance visuelle de tous ces produits. Donc il ne faut plus rentrer des formulaires compliqués pour savoir combien un produit qu'on a dans son tiroir vaut. Une simple photo va permettre de l'évaluer en 30 secondes, de voir le grading, donc l'usure, et donc d'avoir une cotation en temps réel. Donc, super, hyper importante pour le business. Mais quand on a créé ce produit, on s'est aussi dit, c'est évident que les gens ils vont vouloir scanner non pas juste un iPhone, mais peut-être leur chien, leur tasse de café, enfin ils vont vouloir tester ce truc-là. On va créer quelques petits Easter eggs là. Donc ça, je vous en dis pas plus, vous découvrirez, mais il y aura une surprise à la clé. Et voilà, on s'est autorisé à prendre le temps de faire ça, parce que c'est ça qui va marquer dans les 60 secondes d'attention qu'on a des gens, tout en étant hyper clair sur l'impact business qu'on veut avoir, et on sera responsable de ça sans aucun problème. Alors, Gabriel, toi, qu'est-ce que tu as envie de rajouter là? Amandine a parlé de changement, d'optimisme, de contexte mouvant, de valeurs, d'intersection. Tout ça. Alors, si Amandine fait du teasing sur Back Market, je suis désolé, mais je vais parler de Content Square 2 secondes. Mais je vais faire surtout le lien. C'est pas une session de promo pour le board de la LPC. Non, en fait, pourquoi je veux en parler? Parce qu'un des enjeux, et je te rejoins et j'insiste vraiment là-dessus, la capacité à mesurer l'impact business, utilisateur, passe par la data. Et en fait, je pense que c'est un des gros, et là je parle vraiment côté grande entreprise, c'est un gros pain point d'accès à la data parce qu'on est dans des écosystèmes qui sont hyper complexes, silotés. Et donc, non seulement il y a effectivement un sujet d'acculturation des équipes, de bien comprendre les modèles économiques et financiers, quelles sont les mécaniques sous-jacentes pour réfléchir quand on fait son craft, enfin quand on fait son produit, pas forcément son craft. Mais ça, c'est un point essentiel qu'on retrouve dans les grandes entreprises et qui est compliqué.
Le deuxième élément, et je veux rebondir sur ton point aussi, c'est sur une des grandes forces, tout n'est pas noir dans les grandes entreprises côté produit, je pense qu'une des grandes forces des équipes produits en entreprise, dans ces grandes entreprises, ce sont les soft skills. C'est-à-dire clairement la capacité à naviguer dans des écosystèmes qui sont matriciels, où en fait il faut faire preuve de résilience, où il faut faire de la politique, il faut avoir un gros travail d'influence, de négociation, et il y a aussi un travail d'anticipation qui est, je trouve, beaucoup plus important à intégrer et qui est une des forces côté PM, parce que, je prends mon exemple, entre le moment où on prend une décision, on la fait valider, on a de l'adhésion, on implémente, 6 mois c'est cool. Donc, sur une année, on n'a pas trop intérêt à se rater sur le genre de décision qu'on prend pour être sûr que les choses avancent. Donc ça fait partie justement des qualités que je pense on gagne à développer et qui permettent, appliquer au business, en fait, de se dire, OK, on est à l'aise avec l'idée, dès lors qu'on a la data et qu'on a un rationnel, à se projeter sur voilà le PNL, voilà ce que j'estime ou ce que j'espère obtenir de tel ou tel lancement. Voilà. Lucas, donc t'es rassuré avec l'optimisme d'Amandine? Moi, je suis très rassuré, mais j'espère juste que l'ambiance générale bon, je ne vais pas dire LinkedIn, mais quasiment, on a des choses un peu plus positives à dire. Qui est optimiste? Levez la main. Ça va. Si, c'est plutôt oui. Pas tant que ça. Non, mais un point qui est super important, je pense que le mot AI a déjà été prononcé 200 fois rien que ce matin et va continuer à l'être. Évidemment, c'est au cœur de tout. Un point qui a été super important et qui d'ailleurs m'a marqué, on a recruté un product manager très senior il y a une semaine. Et une de ces questions clés dans l'entretien pour l'entreprise, c'était je veux savoir exactement la stack technique, enfin la stack d'AI auquel moi j'ai accès en temps au quotidien pour pouvoir expérimenter. Et je veux savoir en termes de procurement combien de temps ça me prend s'il y a un nouvel outil qui explose et comment je vais l'utiliser. Ça, en grande entreprise, je ne sais pas à quel point ça se ferait rapidement, mais c'est quelque chose que je trouve hyper important en fait maintenant pour juger, expérimenter dans mon quotidien en tant que PM. Et c'est clairement une question que je volerais si je dois changer d'entreprise. Mais... Je te réponds. Je pense que les gens sont malins dans les grandes entreprises et ils prennent des raccourcis. C'est-à-dire qu'ils expérimentent à côté et après on évite le shadow IT évidemment parce qu'on se fait taper sur les doigts, mais il y a quand même cette culture de l'expérimentation à côté. Mais évidemment, vous ne mettez pas vos données confidentielles dans des outils que vous payez. Alors on va laisser terminer Hugo et peut-être qu'il va rebondir sur ce sujet justement, peut-être que ça va accentuer des différences qui étaient en train de s'amenuiser, je ne sais pas ce que tu vas dire, mais oui, effectivement c'est un bon... Enfin, il y avait deux choses, oui, sur l'IA, moi c'est une de mes craintes, alors, on est toujours un peu sur le lexique de la crainte et de l'angoisse, désolé, c'est pas hyper enthousiasmant, hein, mais vous inquiétez pas, vous quitterez la journée heureux, mais j'ai quand même cette petite crainte que tout le travail qui a été fait pour... faire converger les grandes entreprises et le monde des scale-up en termes de maturité produit, qui est quand même quelque chose qu'honnêtement on avait vu converger ces dernières années. C'est-à-dire que les premières LPC, oui, il y avait un monde entre ce que racontaient les gens, les Amandines de l'époque et des gens qui étaient dans des grands groupes. C'était même pas le même vocabulaire. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus aligné. Mais là, je vois l'IA comme finalement un nouveau risque de création d'un gap. Et donc, j'ai des discussions avec des scale-up quand j'entends le niveau de maturité et d'expérimentation. En fait, c'est plus d'expérimentation que de maturité. C'est assez impressionnant et parfois, effectivement, dans un grand groupe, on peut avoir ce frein légitime. C'est là aussi où il ne faut pas être trop critique, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles l'adoption est plus lente, mais le risque, c'est que ça recrée une différence très forte entre les boîtes pure tech qui vont aller très très vite et les grands groupes. Juste. Vas-y, je t'en prie. En fait... Allez-y, je le dis aussi pour le public, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le fil. Et puis, je ne sais pas où est Momo, mais tu pourras intervenir pour relayer une ou deux questions. Je ne vois pas. Mais... Comme tu dis, alors en grande entreprise, je ne parle pas que d'accord, hein, qu'on soit clair. J'ai passé une année entière à échanger avec des pairs, Air France, Thales, Airbus, Point P, etc., Le Monde, Canal et tout. En fait, les contraintes internes, les contraintes réglementaires, le legacy IT, l'accessibilité, la qualité de la donnée sont des éléments qui font que l'adoption de l'IA pour faire des POC et tester, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus long. Faut passer beaucoup d'étapes différentes. En revanche, il y a le travail d'IA qui est fait
est concentré essentiellement sur l'augmentation de la productivité des équipes. Ça, par contre, ça fait plus d'1 an et demi que les équipes s'éclatent, entre guillemets, à réfléchir à des plugins, à des chats, à des GPT d'entreprise pour les aider, knowledge base. On parle, je crois qu'il y a Thomas et Jean-Marie côté Accor qui parlent d'un plugin Figma. Voilà. Donc le focus IA grande entreprise jusqu'à présent était sur l'augmentation de la productivité des équipes essentiellement. J'aurais peut-être une question à poser sur ce fameux climat. Même si Amandine, tu es très positive, on a vu quand on a fait le sondage dans la salle, c'est un petit 50%, hein, c'est pas glamour. Comment on l'explique? Parce que tu disais tout à l'heure, finalement, la fonction produit, en permanence, on doit prouver. Le climat est mouvant, on doit prouver. Est-ce qu'on a prouvé? Alors, en fait, pour moi, c'est pas que la fonction produit qui doit prouver, c'est toutes les fonctions. Et en fait, c'est ça aussi que je voudrais dire quand tu parles de ce climat, que je vis pas dans une caverne au fond des bois. Hein, je comprends de quoi vous parlez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a parfois un biais au produit d'être assez auto-centré. Pas que nous d'ailleurs, hein. Si vous avez des collègues au marketing, vous les trouverez peut-être aussi obnubilés par le marketing, par exemple. Et en fait, ce que je dis par là, c'est l'IA, c'est une révolution pour tout le monde, pour toutes les fonctions, pas que pour le produit, pour tout le monde. Et que je pense qu'en particulier au produit, on a des énormes assets, avantages pour tirer notre épingle du jeu là-dedans. Et prouver notre valeur, c'est justement dans ces contextes-là qu'on peut le faire encore mieux. Et donc ce que je veux dire par là, concrètement, c'est voilà, être à l'intersection de toutes les fonctions, donc être très bien comprendre comment on peut comprendre les enjeux d'évolution et de changement vers l'IA pour toutes les fonctions, pas que au produit et pas que à la tech. Ensuite, c'est savoir comment l'intégrer dans son produit, parce que c'est là où on aura vraiment de la valeur, quoi. Au-delà de la productivité interne. Ce qui va compter quand même, c'est de l'impact sur son produit et de la génération de valeur, de la création de valeur. Et ce troisième point, du coup, lié à ça, cette compréhension business qu'on a toujours eue, mais qui est de plus en plus ce prérequis. Voilà, donc pour moi, je ne suis pas angoissée, je suis au contraire très positive, parce que dans un environnement mouvant qui concerne tout le monde, ne soyons pas autocentrés, et en même temps, comprenons nos forces pour aller de l'avant, se réinventer, et encore une fois, comprendre que la seule constance, c'est le changement. Je me permets juste de citer Olivier Amand qui parle du concept de robustesse et qui dit que dans un monde aussi mouvant que celui qu'on connaît, la performance n'est plus le principal critère et que c'est plutôt l'adaptabilité. Donc est-ce qu'on rentre dans une phase où c'est la principale qualité qui va primer, cette adaptabilité? Je ne sais pas, mais ce n'est pas la première tendance qu'on voit passer, ou même moi en tant que personnel, j'avais du FOMO, je me souviens à l'époque, le mobile sortait, tout allait être mobile, le machine learning sortait, si toute ton app n'était pas personnalisée, ça allait être mort. Bon, même dans la conférence où Satya, le CEO de Microsoft, annonce que le SaaS est mort dans les 2 années à venir, bon, il est obligé de parler d'Excel. Bon, Excel, il est toujours là, les fichiers CSV, ils sont toujours là. On a quand même un monde qui change, mais il y a quand même quelques constances. C'est juste une pierre très importante à l'édifice, il faut s'y adapter, il faut en prendre en compte, mais il ne faut pas non plus avoir trop peur de ça. L'adaptabilité, en effet, c'est la clé. C'est pas que de Dernière intervention de Gabriel, puis après on se prendra le temps peut-être de conclure. Non, mais parce qu'on parle d'adaptabilité, moi je pense surtout curiosité en fait. C'est une des qualités premières qu'on doit avoir dans nos métiers, de rester constamment curieux, de vouloir apprendre et d'embrasser justement ces évolutions-là. C'est ce qui nous permet de nous adapter. Il ne suffit pas de suivre le flow, quoi. Il faut l'embrasser. Ah, Hugo, tu voulais rajouter un dernier truc? Je récupérais juste le micro à la base, mais je peux rajouter un dernier truc, puisqu'on est dans les mots-clés un peu punchy. Créativité aussi. Créativité. Je pense que le futur, là, il va vraiment appartenir à ceux qui gardent une part de créativité, parce que la conséquence un peu de ce vibe coding qu'on va voir, c'est que c'est aussi une forme d'uniformisation de ce qu'on produit. Donc c'est de plus en plus facile de générer des choses, mais c'est de plus en plus facile de générer des choses qui ressemblent à 80% des voisins. Puisque là, si on regarde des courbes, le nombre de lignes de code produit, il est évidemment en train de faire ça, puisqu'on a mis entre les mains de absolument tout le monde la capacité de produire des lignes de code. Sauf que ce qui va être intéressant, c'est combien de logiciels différents on fait. Aujourd'hui, faire une interface, un workflow utilisateur, de panier, de compte utilisateur,
ça va devenir une commodité absolue. Une quinzaine de minutes, coder, envoyer, c'est peser, hop, on y va. Mais le flow va ressembler à tout ce qu'il y a sur le marché. Donc la vraie différence, elle va se faire par les créatifs qui vont être dire, OK, je vais casser tout ce que je vois pour créer une expérience innovante, avec de l'IA, sans IA, peu importe. Et ça, il ne faut pas perdre cette compétence-là, et c'est un peu lié au retour au craft dont tu parlais. C'est une espèce de retour aux fondamentaux, où finalement, tous ces aspects méthodologiques qui sont importants, on accepte de les refaire passer au second plan pour se recentrer sur notre art. Faire du produit, c'est un art qui n'est pas si évident que ça. Voilà, donc je pense que ça va être un enjeu important pour la suite. Je vous propose, là, pour conclure, on arrive au bout de la session, peut-être de se prendre un temps, chacun, vous n'avez pas de quoi noter, mais voilà, en une phrase, si vous deviez résumer ce que vous allez retenir de cette conversation, je vous laisse 30 secondes et je vous invite aussi à le faire dans l'Assemblée, éventuellement à le partager sur l'app Engage, parce que je pense que ça serait intéressant d'avoir les conclusions de chacun. Et puis après, je vous donnerai la parole pour votre phrase de conclusion à tour de rôle. Il est dur, là. Franchement, je ne peux pas faire mieux sur la créativité. J'arrête là. Moi, alors, je dirais une phrase, qu'est-ce que tu retiens, Lucas? Ce que je retiens, c'est qu'il y a plein de belles choses à faire et j'espère que vous partagerez ça avec un prisme positif et que vous voyez les opportunités plutôt que les barrières. Ok. Bon, je vais me répéter, mais comprenez le business de votre entreprise, comprenez son P&L, parlez ce langage-là. On n'est plus à l'heure des VCs qui engageaient à la croissance à tout prix. Et c'est votre responsabilité de comprendre ça et de l'impacter, tout en comprenant que le produit est un art. J'aime beaucoup cette dernière phrase. Et donc, pensez à faire un beau produit. Voilà, c'est juste mieux pour tout le monde. Dur d'être le dernier. Je pense qu'à l'heure de la technologie, à chaque changement de technologie, de révolution, ce qui reste vrai, c'est que c'est l'humain. On fait un travail humain pour des humains. Le développement des qualités humaines, on en a parlé, l'adaptabilité, la curiosité, la créativité, etc. Tout ça sont des fondamentaux qui resteront, quelle que soit la prochaine vague. Donc, développez ça. Eh bien, on va rester sur ce mot de la fin de Gabriel. Un grand merci à tous les cadres d'avoir joué le jeu de cette table ronde sur l'état du produit en 2025. J'espère que ça vous a plu. Vous nous donnerez vos feedbacks si vous nous croisez dans la journée pour voir si on le remet à l'ordre du jour de l'année prochaine. Et puis, très bonne journée. Profitez bien de toutes les conférences qui vont arriver sur toutes les scènes de ce bel endroit des Folies Bergères. Merci à tous.